Pouvez-vous nous dire comment s'est passée l'arrestation, la captivité en Allemagne et la libération? La captivité en Allemagne? Oui. En arrivant, j'ai entendu que nous étions très nombreux. Ils ne s'attendaient pas à une telle affluence de prisonniers. Alors c'était lamentable, au point de vue confort, bien entendu. Il n'y avait rien de prévu. Alors, en ce qui me concerne, nous sommes trouvés dans un camp de jeunesse hitlérienne qui était monté pour environ 3000 gamins qui avaient de 8 jusqu'à 14 ans, je crois. Et nous sommes trouvés environ 40 à 50 000 dans ce camp. Alors les baraques étaient prises, alors nous couchions dehors, sous de grandes tentes qui avaient été montées. Alors l'extérieur était donc, c'était dans le Hanovre. Le sol, oui, pour l'extérieur, on était aussi bien que dans les baraques parce qu'il faisait très chaud dans la journée. Et dans les baraques, ils étaient tellement serrés que nous étions mieux quand même sous les tentes. Parce qu'il y a eu moins d'amateurs pour les tentes que pour les baraques. Il n'y a eu pas beaucoup de discipline. C'est venu petit à petit, bien entendu. Et le sol, c'était de la tourbe. Il n'y avait pas beaucoup de poussière. Et il y a eu des corbeilles, justement, pour fournir en guise de charbon. C'était de la tourbe qui chauffait les cuisines. Alors, les pommes de terre, évidemment, c'est la seule chose que nous ayons eu à manger pendant environ 10 ou 12 jours, je crois que j'ai dû passer dans ce camp. Et il est arrivé, le 12 juillet, des camions sont venus et nous ont embarqué à plusieurs centaines, dont moi-même, bien entendu. Et ça se passait ainsi tous les jours, évidemment, ils vidaient le camp pour aller dans des camps de travail. Alors, là, on nous a transportés dans la région sur les bords de l'Elbe, à la sortie d'Hambourg, mais sur l'autre rive, sur la rive sud, la rive gauche. Et on nous a transportés dans une région où il faisait beaucoup de fruits, cerises, pommes, quelques poires, mais surtout des pommes. Mais nous sommes trouvés à la saison des cerises, c'est le nom de dire, avec le 12 juillet, qui était un vendredi. Alors le samedi 13, on a travaillé, et le dimanche, on n'a pas travaillé. Et d'aucuns trouvaient ça très bien de la part des Allemands, d'ici le 14 juillet, il ne faut pas travailler. Mais non, c'était le dimanche tout simplement. Alors, les Allemands étaient pas si bons que cela, parce que, évidemment, ils venaient de prendre une revanche sur 14-18. Alors, les relations n'étaient pas toujours aisées avec les civils. En ce qui me concerne, j'étais sous-officier et j'avais appris vaguement que les sous-officiers n'étaient pas contraints au travail. Avant, j'étais un peu réfractaire. Au lieu de cueillir, par exemple, 7 ou 8 paniers de cerises dans la journée, je n'en cueillais que 3 ou 4. Alors, j'étais muté d'un paysan chez un producteur, parce qu'il faisait uniquement que ça, que des fruits. Alors, d'un producteur chez l'autre, pendant environ 15 jours, j'ai fait trois patrons. J'ai eu 3 patrons différents. Et il y en a un qui avait été prisonnier en 14-18. Alors, étant donné que j'étais gradé, il m'appelait le petit caporal. Ça, en pensant à Napoléon. Alors, mais seulement c'était le plus mauvais de tous ceux que j'ai pu contacter à l'époque. Parce que lui, il refusait de me donner à manger. Mais les gardiens n'étaient pas d'accord. Bon, en définitive, je suis trouvé juste un patron.
C'est une assez grosse entreprise d'arbres fruitiers. Et ce patron était rappelé donc, dans l'armée allemande, il avait environ une quarantaine d'années, il était lieutenant. Il a eu l'avantage de parler un peu le français, de parler le français assez correctement d'ailleurs. Alors il était lieutenant dans la DCA allemande, la FLAC, on appelait la Défense contre avion, et il était en France entre Angers et Nantes. Alors c'était en 1942, parce que je suis resté de 2 bonnes années là chez lui. Et en 1942, il revient en permission et il me dit: je passe dans votre pays à Angers. Si vous voulez, je vais m'arrêter pour aller saluer votre famille de votre part. Alors, j'ai dit: je vous remercie, monsieur, parce que je ne l'appelais pas le lieutenant, donc bon, c'était un adversaire, et je n'avais pas à tenir compte des grades, et pour moi, c'était un employeur d'abord civil et non un employeur militaire. Alors, tant que je refuse, il dit: pourquoi? Je dis: monsieur, mais la guerre, c'est la guerre, hein? La guerre continue. Vous me gardez prisonnier, je ne vais pas envoyer un ennemi dans ma famille. Alors il dit: vous êtes un bon Français. Alors j'étais surpris de sa réponse. Je lui dire, n'est-ce pas, que nous étions toujours ennemis. Alors je lui pose la question, je dis: mais il n'y a pas de... Je lui dis, mais il n'y a pas de mauvais Français. Là-dessus, il a répondu: mais si, ceux qui viennent nous dénoncer, nous dire qu'il y a tel ou tel Français qui travaille contre nous. C'est là que j'ai appris que des Français dénonçaient d'autres Français. Il y avait des mouchardages. Alors, d'où évidemment des déportations et autres. Alors, j'ai dit: c'est pas possible, il n'y a pas de mauvais Français. Alors, il a insisté: si. Alors, il a dit: je vous donne la parole d'officier. Alors, ça devenait sérieux. On le veuille ou non, même un ennemi, il y a quand même quelque chose qui compte lorsqu'ils sont à ce grade. Les Français, c'était un peu pareil partout, il y a toujours des exceptions. Alors il m'a donné sa parole d'officier que c'était exact. Alors là, j'étais ahuri de savoir que des Français se rendaient à la commandanture pour dénoncer quelques compatriotes. Alors c'était vraiment une chose abominable. Donc la captivité s'est passée comme ça. Il y a eu des contacts, je cite ça parce que vraiment c'était assez rare qu'un officier nous proposait d'aller dans la famille. Alors nous avions eu dans nos correspondances, mais les correspondances, c'était des imprimés spéciaux, une carte de 7 lignes, une lettre de 21 lignes, 28 lignes par mois, que nous adressions à nos familles, des imprimés spéciaux qui comportaient un volet pour la réponse. La censure passait là aussi, et quand il y avait des remarques qui étaient faites par le prisonnier en disant ce sont des... on n'est pas bien, etc., ce sont des salopards, il faut dire le mot, voilà. Ben, évidemment, c'était gommé, parce que nous n'avions pas le droit d'écrire à l'encre. Il fallait uniquement utiliser le crayon papier. Donc, la nourriture, je comptais énormément. Ben, évidemment, ceux qui travaillaient comme moi, là, chez des particuliers, ben, on était nourris comme eux. C'est exact, mais il y a toujours qui trichaient là aussi. Mais en ce qui me concerne, je crois que j'ai toujours eu la même ration qu'eux avaient. Mais c'était assez maigre, parce que pomme de terre le midi, quelquefois il y avait du poisson. Et du poisson, mais c'était assez rare. Je dirais une fois par mois, par exemple. Alors, quant à la viande, ben, il y avait un morceau qui était distribué, je crois, le vendredi, et c'était un morceau de gras. Mais vraiment un petit cube de gras d'à peu près
3-4 cm de côté, et c'était la seule lampe que nous ayons, avec les pommes de terre. Ça, c'est les pommes de terre le matin, pardon, midi et soir. Le matin, c'était du pain noir avec dessus ce qui provenait de la laiterie, ce qu'on appelle du lait caillé, quoi. Alors, c'était le Frühstück, qu'ils appelaient ça le petit déjeuner, et puis avec un café ersatz, fabriqué avec de l'orge, je ne sais quoi, qui était grillé. Mais de café, du vrai café, il n'y en avait pas. Ça, je n'en ai pas connu comment j'étais les 5 années que j'ai passé là-dedans. Les relations, bien entendu, certains prisonniers, j'étais pas toujours d'accord avec mes camarades pour cela. Chercher à fréquenter un petit peu trop amicalement quelquefois. Sinon, il faut rester français et on a quand même un uniforme à défendre. Et c'est pas grand-chose peut-être, mais seulement restons français d'abord et ne fréquentons pas trop amicalement les ennemis. Les relations, certains sont revenus avec des femmes allemandes. Évidemment, à la frontière, il y avait les centres frontaliers qui recueillaient tous les rapatriés. Il se trouvaient des soldats, prisonniers de guerre, il se trouvait des civils, ceux qui étaient partis pour le travail obligatoire en Allemagne, le STO. Il se trouvait aussi des volontaires qui étaient partis là-bas. Il se trouvait aussi d'autres nationalités qui voulaient venir en France. Alors, aux frontières, il y avait évidemment un grand tri qui était fait. En ce qui me concerne, là j'arrive tout de suite à la fin, en 1945, il se trouve que j'ai débarqué à Innsbruck jusqu'en libéré au début de mai, c'était le 3 mai, ou le 5 mai plutôt, à Hambourg. Le trajet pour le retour jusqu'à Bruxelles, nous arrivions à Bruxelles, je crois, le 22 mai. Oui, il a fallu 15 jours pour faire le trajet de Hambourg à Bruxelles. Alors, il n'y avait aucun moyen de locomotion autre que les camions anglais qui ravitaillaient leurs troupes qui se trouvaient sur les bords de l'Aisne, dans la région d'Hambourg. Alors, à leur retour vers les ports Anvers ou autres, Anvers ou en termes de je ne sais où, là, vers la côte, ils descendaient à Ville, mais ils prenaient les prisonniers parce que les chemins de fer n'existaient plus. D'aucuns ont cherché à rentrer à pied, bah oui, mais la distance les a arrêtés. Alors les retours étaient très très longs. Alors arrivé à Bruxelles, là, nous avons pu monter dans un train pour la première fois depuis fort longtemps. Et là, c'était un train de voyageurs. J'ai connu les trains bestiaux. Lorsque nous sommes montés pour la captivité, avoir traversé la Belgique de Dunkerque à Lille à pied, de Lille à l'embouchure de l'Escaut, Terneuse, je crois. Alors, on a traversé toute la Belgique à pied. La Hollande en bateau, et nous avions débarqué à Vozelle, qui était la première ville allemande que l'on trouvait sur le Rhin, à la frontière de Belgique ou la Hollande, je crois. Et de Vozelle, c'était les wagons à bestiaux pour nous conduire vers la région d'Hambourg, où il y avait le fameux camp de prisonniers, le Stalag, numéro 10A d'abord et 10B ensuite. Les trains, les wagons à bestiaux, vous avez connu, ce que je disais,
de Bruxelles à Hasbrook, c'était le wagon de voyageurs, ce qui est plus confortable. Enfin, peu importe, l'essentiel, on revenait dans notre pays. Or, Hasbrook, évidemment, c'était déclaration d'identité, tout ça, ceux qui avaient encore le papier, tout. Et surtout, au point de vue sanitaire, la désinfection de tout ce que nous possédions, si bien que nous trouvions nus comme un petit Saint-Jean. Alors, défilé après dans cette tenue-là, il y avait une consultation pour les yeux, une pour le cœur et une autre pour les dents, par exemple. D'ailleurs, à ce moment-là, le dentiste me dit, mais vous avez une dentition remarquable. Demandez comment je faisais. Tout simplement, je lavais les dents avec un morceau de sapin. Une fois par semaine, je n'ai pas honte de le dire, une seule fois par semaine, pour économiser le petit goût de savon de Marseille que j'avais. C'était du vulgaire savon de Marseille, c'était pas très agréable, mais on ne fournissait pas de savon de dentifrice, et je ne sais pas ce qu'ils avaient eux-mêmes, ça devait être un ersatz quelconque, mais les savons dentifrice, je n'ai pas connu. Alors, le savon de Marseille, parfois, ça m'a permis de conserver les dents. C'était tout à fait simple, mais c'était une bonne marchandise, toujours moins. Donc, toujours à Hasbrook. Et pour finir, on ressortait, il fallait déposer ses empreintes digitales. Et là, c'était une femme militaire. J'en suis trouvé nu devant une femme militaire pour la première fois de ma vie. Je me suis trouvé devant des infirmières par la suite lors de maladie. Mais là, vraiment, c'était un peu gênant. Les temps avaient changé pendant 5 ans. Les femmes étaient dans l'armée, et uniquement pour recueillir des empreintes digitales. C'était son mot. Bref. Mais le retour, ensuite, on nous donnait des bons de transport pour nous rendre au lieu alors que nous voulions rejoindre. Ceux qui étaient pour Besançon, on leur donnait des tickets pour la direction. Moi, je voulais rejoindre Paris où j'avais un frère. C'est le seul point de chute que j'avais, que j'ai plus de foyer, déjà en partant au régiment. Mon père étant mort et ma mère hospitalisée, étant paralysée depuis 1927. Et j'ai rejoint Paris. Et à Paris, il fallait se faire démobiliser officiellement dans un centre militaire. Alors j'ai été démobilisé à Paris, près de la Tour Eiffel, le centre duplex. Et là, on nous donnait on nous donnait, je crois, une petite somme de 1000 francs. 1000 francs, c'était 10 francs pour la suite. Alors, avec ces 1000 francs-là, on s'imaginait assez riche, parce que c'était à peu près le salaire d'un bon ouvrier en 1937, quand j'étais parti au régiment. Mais seulement, ça ne représentait plus grand-chose en 1945. Bref, on donnait, n'est-ce pas, 1000 francs, et puis un trousseau. Alors, le trousseau, j'ai encore ma fiche de démobilisation, mentionnée au dos, a reçu ça, ça, ça et ça, mais seulement il y a un grand trait en travers. Et puis une chose que j'ai perçue, c'est mentionné sur la liste des objets que nous devions recevoir, 3 paquets de cigarettes. Dans le trousseau, c'était une veste, un pantalon, un caleçon, des pas question de slip à l'époque, une cheville, enfin, etc. Tout ce qu'il fallait pour s'habiller à peu près correctement. Il n'y en avait plus, donc je n'ai rien eu. Il m'a fallu tailler après dans un vieux costume de mon frère. Un tailleur de ses amis, tout le monde. Il était coiffeur pour dame. Alors, j'ai eu une cliente, mon mari était tailleur. Alors, j'ai vu rhabillé en civil,
parce que ma valise de vêtements civils avait disparu pendant la guerre. Je l'avais mise à Chalon-sur-Marne, où je faisais mon service militaire dans l'état-major de la division. J'ai mis chez un ami, un camarade, et la maison avait été bombardée pendant la guerre. Et le camarade avait disparu, évidemment, la valise avait été certainement détruite lors de ce bombardement. Hein. Mais le retour a été quand même assez dur, parce que, au point de vue, comment dirais-je, oui, ont été considérés comme des lâches. Nous étions sauvés devant l'ennemi. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre nous, c'était dur de digérer cette appréciation qu'ils avaient à notre égard. Et petit à petit, évidemment, avec le travail, parce qu'il y avait du travail à faire dans tous les domaines. Alors, j'ai réussi à me remonter personnellement, et la liquidation de ma solde, que nous n'étions pas payés, bien entendu, pendant que nous étions emprisonnés, sauf certains qui étaient évidemment des fonctionnaires. Ils ont été payés par le gouvernement de Vichy. Ils avaient leur solde qui était versé, leurs appointements sur un compte, et par le gouvernement provisoire de la République en 1944-45. Alors ils ont trouvé évidemment des sommes appréciables pour les célibataires. Ceux qui étaient mariés, les femmes ont pu en disposer, mais les femmes de prisonniers qui travaillaient dans le civil, évidemment, ont été très, très, très gênés. Et il y a eu des drames familiaux à l'époque qui faisaient que beaucoup de ménages ont été disloqués au retour de la captivité. Le prisonnier revenant souvent avec se trouver père de famille malgré lui, et le ménage évidemment était détruit. Et c'était en 1945. Les choses ont beaucoup changé depuis, arrangé pour tenter de se remettre dans le bain, parce que ceux de mon âge ont été quand même 8 années en dehors de la vie civile. Et là, ce fameux retour de captivité a été évidemment la dernière étape, si on peut dire, d'une période de ma vie et de la vie de beaucoup, bien entendu, qui nous est marquée assez profondément. Maintenant, chacun a vécu à sa façon, avec les moyens, les connaissances qu'il avait, et le travail n'a pas manqué pendant. On appelait la période qui a suivi la guerre une période des 30 glorieuses. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait du travail à faire, les usines, tout ayant, beaucoup de choses ayant été détruites, il a fallu reconstruire, et ce qui fait que l'activité économique a pu reprendre dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est du passé. Tous ont disparu, presque tous. Je suis un des rares survivants de l'époque. Et à 96 ans bientôt, je crois que je peux être satisfait d'avoir ce privilège de pouvoir encore témoigner. Je vous remercie quand même de porter attention à ce que je viens de vous déclarer. D'accord. Une autre petite question. Est-ce que vous vous souvenez de chansons militaires ou de chansons contre l'armée allemande? Est-ce que vous vous souvenez de chansons militaires ou de chansons contre les Allemands? Est-ce que vous avez des chansons? De chansons? Est-ce qu'avec la troupe, vous chantiez des chansons contre les Allemands pour vous donner du courage? Il y en avait, oui.
le cul. Dans le cul, ils auront la victoire, mais c'est Cholot, c'est sur quel air, je ne me souviens plus. Non, honnêtement, mais dans le cul, ils auront la victoire, c'est tout ce que je me souviens, mais il y avait une vraie chanson là-dessus, mais c'est tout ce que je me souviens. Bon. D'ailleurs, je n'ai jamais été un chanteur, mais bon, on se trouvait quelquefois regroupés là, le soir, quand on rentrait, ils venaient nous chercher sur les lieux du travail, on se trouvait regroupés, et à ce moment-là, c'est pile qu'on se mettait à chanter ça. Et une fois, il y en avait un qui comprenait le français. Oui. Alors ça y parlait. Alors ça s'était quand même solutionné dans de bonnes conditions. Et expliquer qu'eux pouvaient en faire autant de leur côté. Que c'était à peu près normal, la situation dans laquelle on se trouvait, qu'on puisse déblatérer sur leur compte. Non, mais autrement, il y en a eu certainement, mais je suis trouvé toujours dans les petits camps commandos, c'est-à-dire des petits camps de travail, petites unités. Maximum, c'était une quarantaine, 45. Vous avez une photo là, où c'est quand j'étais l'homme de confiance. L'homme de confiance, évidemment, c'était eux qui me désignaient pour faire le tampon entre le prisonnier et l'autorité militaire, c'est-à-dire les gardiens. Alors, il fallait que j'assiste à l'ouverture des colis. J'étais témoin. Et quand on recevait un colis, les gardiens l'ouvraient devant le destinataire et devant l'homme de confiance. Alors, les boîtes de conserve, deux choses l'une. Si on les consommait tout de suite, alors ils les ouvraient pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dedans, autre que des petits pois. Il y avait une fois une boîte, il y avait du beurre. Je me souviens, c'est un camarade de Poitiers. Ses parents y avaient envoyé du beurre dans une boîte. Mais dans le beurre, il y a une petite fiole avec de l'eau de vie. Alors, voyons, Thomas, il n'en savait rien. Le copain des bœufs, je prends le beurre, eux prennent un couteau. Oh là, c'est là qu'ils ont découvert la fiole. Alors là, ça fait un drame. Alors, quand il l'a ouvert, alors je suis allongé avec le gardien, j'ai dit, bon, et le copain, alors on va voir ça entre nous tous. Et au gardien, vous voulez y goûter aussi? Alors, on a eu chacun à peu près une demi-cuillère à café d'eau de vie, de yole. Et le gardien était là, il en a eu. Vous pouvez le dire, c'est moi, Willy. Celui-là, on l'appelait Willy, son prénom. Et je crois qu'il avait été garçon de café dans une grande ville, donc il savait un peu vivre, quoi. Mais les ouvertures de colis, c'était un problème. Alors, si on consommait, s'il ne prenait pas ça tout de suite, alors ça restait dans le bureau des gardiens, dans un placard, et on mettait une étiquette dessus, et c'était enregistré sur un livre. Quand il est retiré sa boîte plus tard, 2 jours après, il dit, tiens, je vais prendre ma boîte de conserve. Alors sur le livre, repris telle date, etc. Et le copain signé. Alors l'homme de confiance, quand il y avait un problème, à un moment, on a vu des petits boiteux, des réformés. Alors ceux qui auraient été bons à penser à la chambre à gaz, quoi, parce que pour conserver la pure race que Hitler voulait. Alors on a vu une équipe comme ça, ces petits salopards, alors ils avaient pris l'habitude
d'habitude, pendant 3-4 jours, ils ouvraient en vitesse la porte, et le premier qui était là, le premier plumard, un grand seau d'eau. Alors, j'ai été trouvé, évidemment, je n'étais pas d'accord. J'ai été trouvé le chef des employeurs. Il y avait dans chaque coin où il y avait un commando en travail, il y a eu le chef des employeurs de prisonniers. Alors, j'en ai un copain qui parlait l'allemand, sauf que je ne voulais pas le parler. J'ai jamais voulu l'apprendre, sauf les chiffres. J'étais employé de banque. Alors, pour les chiffres. Mais autrement, je n'ai jamais voulu parce qu'il était trop content qu'on apprenne la langue. Pour eux, ils devaient dominer l'Europe, etc. Et on aurait dû obéir au doigt et à l'œil à ces gens-là. Alors, j'ai trouvé le chef des employeurs du secteur, alors, lui, et bien le lendemain soir, ils avaient dégagé. Le bruit a couru après qu'ils avaient envoyé sur le front russe et qu'ils étaient passés évidemment de vie à trépas là-bas. Parce que le front russe, pour les Allemands, c'est pas le paradis. Hein. Il est certain que la guerre, c'est surtout les Russes qui ont payé. Hein. Parce qu'il y a eu 15 millions de morts au moins parmi la troupe. Hein. Les derniers jours de l'Allemagne, c'était pour l'armée française, anglaise qui arrivait à Hambourg. C'était surtout les Russes qui arrivaient à Berlin. Et tout ce qui les avait encore de valable était mis contre les Russes. Hein. Et ce qui a fait que Berlin a été détruit quand même, mais par l'artillerie. Et ensuite, l'aviation avait fait beaucoup à l'avant, mais quand même, la bataille de Berlin, c'était terrible. Et Hitler se trouvait dans son bunker, dans sa cave. Et pour pas être prisonnier, il s'est suicidé, dit-on, à moins qu'on l'ait suicidé, qu'on l'ait exécuté. Mais il y a eu quand même son fameux ministre de la propagande, Goebbels, qui était un petit maigrichon, mais qui avait de la gueule pour les discours et la propagande. Lui, avec Hitler, dans le bunker, il s'est suicidé, sa femme, et je crois ses 5 enfants. Alors, c'est pour dire l'acharnement qu'ils avaient, quand je racontais tout à l'heure, je les ai vus devant un poste de radio un jour que Hitler parlait, c'était tous debout, même la grand-mère. Puis quand Hitler a fini, elle était là, tous levés la main. Et ils se mouchardaient les uns les autres dans la famille même. C'est pour ça, le jour, ah oui, dans la captivité, j'aurais dû le dire, le jour, le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, il y a jamais, je travaillais à ce moment-là, c'était chez un petit vieux là. Alors, il vient de trouver, puis il me dit que les Anglais ont débarqué Tommy et London en Normandie. Les Anglais ont débarqué en Normandie. Alors, j'ai dit, oui, il y en a. Alors, j'ai dit, ça va faire comme à Dieppe, ce qu'ils avaient fait, une tentative à Dieppe, non pas pour le développement, mais pour voir comment ils avaient constitué leur défense. Et à Dieppe, évidemment, ils avaient été rejetés à la mer, et je crois que c'était les Canadiens qu'ils avaient laissé des plumes, beaucoup de victimes, les Canadiens. Alors, je lui réponds à mon employeur, qui est un ancien de 14-18, il était un petit bonhomme, il était dans les sanitaires, quoi, dans les infirmiers, les brancardiers ou autres. Alors, il avait fait Berlin, après il parlait de Fersoun, évidemment, pour lui, c'était terrible, et je comprends. Mais
Et après, il me dit ça, ils ont débarqué. Alors, il dit surtout, il ne faut pas le dire à ma femme ni à ma fille. 5 minutes après, c'est ma mère qui vient. La même chose. Il ne faut pas le dire à mon mari ni à ma fille. Puis après, c'est Elfriede qui s'appelait. La fille vient, elle me dit la même chose. Il faut le dire à les parents. Alors, voyez-vous à quel point, hein, dans la famille, ils étaient méfiants. Il y avait un fils dans cette famille-là, j'ai vu le bourgmestre, le maire de la localité, là c'est en face d'Hambourg, Borstel, le nom de la localité. Le maire venir annoncer la mort en Russie du fils Henrik. Alors, le père, c'était un petit bonhomme, supportant, était plus petit que moi. Voilà. Il s'est empressé, puis il est mort pour son Führer et sa patrie. Ist gefallen für sein Führer und Vaterland. Ah, quelqu'un semblerait, puis la mère s'est retirée dans la pièce d'à côté, et ils sont familiers, j'ai vu commencer à ce point-là, hein, il était fier qu'il soit mort. Ah oui, ça c'est. Est-ce que vous avez gardé des amis de cette période? Est-ce que vous avez gardé des amis de cette période? Est-ce que vous avez fait des amis en captivité? Après, vous avez continué? Non, mais d'autres Français ou... Ah oui, des prisonniers, oui, des prisonniers. Alors, évidemment, je parlais tout à l'heure de Poitiers, et à ce moment-là, j'étais revenu donc, à Angers, d'où j'étais parti, et d'où je suis originaire, d'Anjou, au moins, à défaut de la grande ville. Alors, le canard de Poitiers, par exemple, voilà. Et puis il y a des rencontres formidables. J'ai été employé de banque et j'étais démarcheur dans la Mayenne. Je me trouvais dans une ville, une agence de la banque, à Château-Gontier, et on avait un client qui était stockeur de céréales. Il n'y avait pas les coopératives de blé encore à la fin de la guerre. C'était créé peu de temps après. Mais enfin, à cette époque-là, c'était des particuliers qui stockaient les blés et à défaut de coopératives. Et les fournisseurs, donc les cultivateurs, les exploitants agricoles, donnaient le blé, puis ils se présentaient tel jour pour se faire payer. Alors c'est le banquier, c'était moi qui étais démarcheur, qui apportait les sous. Et je dis, pardon, messieurs, pardon. Puis tout d'un coup, c'est le banquier, oui. Alors ils étaient contents. Allez, vous allez avoir vos sous. Alors, tout d'un coup, il y en a un dans la banque, une tape sur l'épaule. Vous n'avez pas été prisonnier. Oh, puis toi aussi, t'es là. Parce qu'à la voix, je l'ai reconnu sans le voir. Je ne savais pas qu'il habitait là, mais seulement, on a été à peu près 2 ans ensemble pour finir la captivité dans le même camp. Oui, ben, alors, il était revenu de captivité, lui, pas de chance. Hein. On n'avait pas pris nos adresses, non, j'ai l'adresse de quelques-uns, quoi, mais pas de tous. Quoi. Alors, pas de chance quand il est rentré, il avait 2 enfants en partant, bien 3 enfants. Il y en a un qui est plus âgé que moi. Hein. Il y en a un, le plus petit, il revient à la maison, il avait trouvé une grenade dans un champ, il revient à la maison, il laisse tomber. Il est tué, sa mère et sa grande sœur, les gens tout cultivés. Alors, lui, ce camarade de captivité qui me retrouve, hein, quelques années après, il a retrouvé un enfant,
il avait 7-8 ans, il ne savait pas le danger que ça pouvait représenter. Oui, une retrouvaille avec un camarade, un autre, et justement dans la même région. Alors, je mangeais dans une petite commune, je mangeais un petit restaurant, oui, votre restaurant, j'achetais un beefsteak et je faisais cuire ça au bistrot du coin, c'était l'habitude. Alors une fois, c'était un petit restaurant dans une commune. Alors je vois auprès du comptoir du bar, il y avait une plante verte qui était posée sur la queue d'une fusée. Alors, c'est comme des ailes. Alors, derrière les fusées, alors, c'était haut à peu près, presque d'1 mètre, certainement une énorme fusée. Alors, je dis au patron, un grand héros, je dis, mais dites donc, là, c'est que vous avez été chercher là, cet engin-là. Oh, dit, bah, ici, il m'avait tombé. Ça avait été bombardé, cette contrée-là, parce qu'il y avait un dépôt d'alcool, des alcools qui dépendaient du ministère des Finances. Parce que quand on faisait distiller, il y avait des droits à payer. Et l'État français prenait des récoltes en charge quand il y avait trop de pommes. Et ils ne pouvaient pas vendre les récoltants ne pouvaient pas vendre leurs pommes. Alors, l'État les achetait, les faisait distiller et stocker l'alcool. La circulation d'alcool était réglementée. Je renseigne encore. Il fallait une autorisation pour transporter de l'alcool. Enfin, c'était l'État qui détenait le stock. Alors, il y avait d'énormes réservoirs, évidemment, que les Anglais avaient bombardé ça. Vous n'aviez pas le droit de transporter un tonneau. Parce qu'il existe encore, prenez une bouteille de vin courant, par exemple. Dessus, vous avez l'effigie de la République. Oui, ce sont les droits sur les alcools. Ça. Et autrefois, pour transporter une barrique, ou 20 litres, si vous voulez, d'un moment à l'autre, il fallait une autorisation. On allait à la régie. Oui, après, revenant aux prisonniers, alors on dit ça tombait beaucoup. Ah, je ne savais pas, moi. Alors on dit, oh, puis moi j'étais prisonnier, puis j'en ai vu d'autres aussi, j'étais assis dans quel coin, j'étais en Hambourg. Ah, on dit, c'était pas en Hambourg exactement. Oh, c'était un petit patelin en face d'Hambourg. Si ou non, ça m'intéressait parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Borcelles, là où j'étais, il y avait ce lieutenant là, qui était exploitant d'armes fruitiers, c'est à 5-6 km là. Il dit, le patelin, ça portait le nom d'un petit ruisseau qui passait juste derrière le commando. C'était le premier commando où j'étais pris pour travailler. Parce qu'en partant du grand camp, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en camion, on descendait dans des localités, on s'alignait, et ceux qui avaient besoin de main-d'œuvre, ils tentaient les bras, qui étaient hauts comme ça, puis. Alors j'étais dans le dernier lot, quoi. Et alors lui, ce type-là dont je parle, il était très grand, comme vous, et plus étroit que vous encore. Alors évidemment, il n'en voulait pas, il était pris en dernier. Alors il m'a dit, ce patron de bistrot, il dit, lui, il peut s'apporter, la rivière peut porter le nom de la localité. Alors tout de suite, j'ai pensé, ce serait pas Lué, dit c'est ça, le nom. J'y étais. Alors puis non, on était dans le même camion. Ah oui, il était de l'armée en 1939, alors qu'il était passé au Conseil supérieur de la Guerre, après avoir quitté le gouvernement,
le commandement de la 6e région militaire, et il était à Metz, il était gouverneur militaire de Metz, bien entendu. Alors, il était revenu dans la région de la Marne pour diriger les grandes manœuvres de l'armée, qui démarrait du camp de Magny au sud et qui allait vers Bourg-Boulogne, bien entendu, Sissonne, etc. Et la critique de la manœuvre a eu lieu au camp de Bourg-Boulogne. Alors il se trouve que Gérard Giraud était là, mais n'avait pas de secrétaire. Et que le gros des troupes a été fourni par la 12e division, et avec le 8e VAR du camp de Bourg-Boulogne, 150 d'infanterie de Reims, et ce qui fournissait l'essentiel des troupes qui manœuvraient. Alors, on m'a affecté comme secrétaire du général Giraud. Je dois dire qu'au cours de ces 8-10 jours, ou environ, qu'ont duré ces fameuses manœuvres, je n'ai jamais si peu travaillé. Parce qu'il m'a dicté 2 ou 3 textes, je tapais immédiatement à la machine, et autrement, lorsqu'il y avait des rapports qui étaient faits, soit par téléphone, soit des rapports verbaux d'officiers, si je note, mon général, non, laissez. Alors, j'ai assisté à la critique de la manœuvre qui avait lieu au camp de Bourg-Boulogne, dans la grande salle du Metz, faire des théories, des tactiques, tout ça. Je crois que c'est les hommes qui font la guerre, et quand il y a le matériel, bien entendu, mais il y en a qui mettent plus ou moins d'acharnement. Et dans ces occasions-là, il y a des situations qui se trouvent renversées. Donc on croit être du côté des gagnants, mais finalement, on se trouve encerclé. Oui, Gérard Giraud d'ailleurs avait aussi une phrase qui me revient en mémoire. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, les manœuvres, loin d'être... oui. Non. Les manœuvres sont une image lointaine de la réalité des combats. Ah oui, parce qu'aux manœuvres, on sait bien qu'on court aucun danger. Alors ça va tout seul. Oui, c'était une réflexion de Giraud. Donc, autant dit, pour les futures générations, je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait plus de guerre. Mais ce qu'il y a, il faut toujours rester vigilant et surveiller tout. Porter un œil très attentif aux événements qui se déroulent ailleurs, et parfois ça peut se dérouler chez nous également. Il faut toujours prévoir le pire. C'est peut-être exagéré, mais il me semble que c'est valable. Bon, que les générations futures se rappellent surtout ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est au cours du dernier siècle, surtout le 19e, qui était le 20e siècle, qui était le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, avec les guerres de 14-18 et 39-45. Voilà.